Bienvenue sur le podcast Limerté. Je suis Clémentine et je vous partage des histoires ordinaires de femmes extra. Ces dernières années, j'ai écouté de nombreuses heures de podcasts sur la maternité. Mais j'ai rarement entendu la voix de mères qui me ressemblent. Ces mères que je croise à la crèche, avec un autre enfant dans les bras, qui font les courses entre deux réunions, qui ont toujours une to-do list en tête et qui prennent leur douche la porte ouverte. La Limerté, c'est la liberté d'être mère comme on l'entend, parfois un peu bancale, en équilibre entre ce qu'on voudrait faire, ce qu'on peut faire et ce qu'on fait vraiment, entre ce que dit la théorie, ce que suggère l'entourage et ce qui nous correspond profondément. Plongez avec moi dans ces histoires de Limerté, des histoires un peu ordinaires de femmes extra qui sont mères du mieux qu'elles peuvent. Salut Justine, Salut Clémentine, ravie de t'avoir aujourd'hui à mon micro. et bien ravie d'être avec toi. On va se parler d'un sujet hyper important et dont je n'ai pas encore parlé sur ce podcast. Et parce que c'est vrai que je suis pas très au fait de ce sujet, donc je suis ravie de t'avoir aujourd'hui pour en parler. Avant de rentrer dedans, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors, je m'appelle Justine, j'ai 35 ans et je suis la maman de deux adorables petits garçons. Je suis mariée avec un homme parfait et ma vie serait parfaite si je ne souffrais pas de ce handicap invisible et invisibilisé qu'est le prolapsus. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est le prolapsus? Parce que même ce mot, je pense qu'il y a plein de gens qui ne l'ont jamais entendu. Alors oui, c'est très drôle, oui et non. Moi, il y a 3 ans, je suis pas certaine que je l'avais déjà entendu. Le prolapsus, c'est ce qu'on appelle de façon beaucoup plus commune une descente d'organes. Donc, c'est-à-dire que tes organes, ta vessie, ton utérus, ou bien ton rectum, ou bien les trois, ou bien que un ou que deux, glissent dans ton vagin. Avant d'entrer sur ce sujet, est-ce que on va parler juste de ton rapport à la maternité? Est-ce que tu savais, t'as toujours su que tu voulais être mère? Oui, oui. Ah ça c'est un vrai oui. Oui, oui, oui. Moi, ça aurait été le drame de ma vie de pas pouvoir avoir d'enfant. Hmm. J'ai toujours su que je voulais être mère. Ouais. Et pas de qu'un seul enfant. Comment t'as vécu du coup ces deux grossesses? Ah, je déteste être enceinte. Très bien. Par contre, je déteste ça. Être enceinte, moi, je trouve que le concept de la cigogne, des choux ou des roses, je trouve que c'est extraordinaire. Je comprends pas pourquoi on peut pas les commander sur Amazon, nos gosses. Parce que autant j'adore les bébés, autant j'adore être mère, autant être enceinte, je Mais déteste. ça t'a quand même pas empêché d'en faire un deuxième. Ah oui, j'ai pris sur moi. Ça va pas empêcher d'en faire un deuxième parce que j'adore être mère. Et j'adore les bébés, j'adore les nourrissons, j'adore cette période-là. Contrairement à beaucoup de femmes, je sais, mais moi j'adore. Contrairement à moi. Ouais, je sais, contrairement à toi, j'ai bien compris. Et ben moi, j'adore. Mais la grossesse, effectivement, pour moi, c'est un enfer. Alors déjà, parce que j'ai souffert, surtout pour mon aîné, pendant toute la grossesse d'hyperémèse gravidique. Donc, c'est-à-dire que j'ai vomi, mais jusqu'au jour de l'accouchement. Donc, j'étais affamée le jour de l'accouchement. Enfin, j'ai vomi vraiment tripé boyau. J'ai perdu beaucoup de poids au début de la grossesse. J'en ai pas pris beaucoup pendant la grossesse. J'en ai pris beaucoup après, du coup. Hmm. Mais donc ça, c'était compliqué. Pour moi, en plus, j'avais un placenta bas, donc je saignais pas mal. J'avais une grossesse assez surveillée euh, parce qu'en plus, j'ai été opérée de l'appendicite en tout début de grossesse et puis avant ça, j'avais fait une fausse couche. J'avais dû me faire opérer pour retirer des fibromes et tout, donc j'ai été très surveillée. Mais non, j'aime pas ça. Je crois que ça a même rien à voir avec le corps qui change ou pas. C'est juste que Mais en même temps, t'as quand même eu des circonstances atténuantes parce que tu peux ne pas aimer le corps qui change, avoir des nausées et tout, mais enfin, je veux dire, tu te fais opérer enceinte plus hyperémèse gravide, qui est quand même pas un sujet à la rigolade, quoi. Enfin, je veux dire, oui, oui. ça peut être grave, quoi. Enfin, Non, je déteste. Non, vraiment, je déteste. On me dit une grossesse ne suit pas une autre. J'avais eu une première grossesse qui s'est arrêtée en fin de premier trimestre avant mon aîné. Et là, je souffrais déjà d'hyperémèse gravidique. Donc, je savais pour la troisième que franchement, ce serait sûrement pareil. et ça a été pareil. Et ça a été pareil. Voilà. Mais ça s'est arrêté, j'ai pas vomi jusqu'à l'accouchement. Ça s'est arrêté au milieu du deuxième trimestre. Après, j'adore sentir mon bébé bouger. Mais c'est le seul truc que j'aime dans la grossesse. Faut bien qu'il y ait une petite récompense quand Voilà, même. là, j'adore sentir mon bébé bouger. Et j'adore maintenant dire à mon fils, qui est-ce qui t'a fabriqué? Ah, c'est trop mignon. C'est maman! Exactement. Ah là là. Ok, donc cette grossesse, vraiment pas un bon moment.
comment t'as vécu déjà le passage de un couple avec, avec un enfant? Comment ça s'est passé pour toi Nickel. Non, je sais. Alors moi, autant j'ai des sujets sur la maternité, mais alors moi, le passage, on l'a pas vu. Enfin, alors je sais pas si c'est parce qu'on était prêts, qu'on s'y était préparé, qu'on a eu un bébé qui dormait bien. Ça, c'est important de le préciser. Je pense que ça s'est bien passé parce que nous, on a eu un bébé qui dormait bien. À 2 mois et demi, il faisait ses nuits. Euh, Après, jusqu'à ses 15 mois, il était couché à 18h30. Enfin, on a eu un enfant qui dormait bien, donc on n'a pas vraiment, si comme tout le monde, on a eu des petites régressions de temps en temps et tout ça, mais on n'a pas souffert de ce manque de sommeil qui rend fou, quoi. Donc nous, dans notre couple, non, je pense que ça nous a encore plus rapprochés. Mais alors, je sais pas si la parentalité qui nous a rapprochés ou moi, ce qui m'est arrivé et le prolapsus et les problèmes de santé et du coup le handicap et l'impact sur. Je sais pas ce qui nous a rapprochés, mais nous, ça a été. Enfin, la maternité a été un non-sujet pour notre couple. Ok, tant Enfin, la mieux. parentalité a été un non-sujet pour notre couple. C'est intéressant. On en reparlera tout à l'heure sûrement, mais c'est intéressant que tu dises que peut-être que c'est le handicap qui vous a rapproché, parce qu'il y a quand même beaucoup de cas où c'est l'inverse, le Ça, c'est handicap pas. sépare. Ouais, Oui, exactement. Bon, on en oui. reparlera tout à l'heure. Le prolapsus, du coup, est-ce que tu peux, on va arriver dessus, nous expliquer comment ça t'est arrivé, à quel moment et comment tu t'en es rendu compte? Alors, moi, c'est dû à une erreur médicale. Ok. Je sais qu'on n'a pas envie que je le dise et voilà, mais c'est un fait. C'est dû à une erreur médicale. Quand mon accouchement a été terrible entre violence obstétricale, psychologique, enfin voilà, maltraitance, tout ça. Euh, et en fait, mon fils ne s'engageait pas. Donc c'est-à-dire que il s'engageait pas dans mon bassin. Donc dans ces cas-là, on part en césarienne, ce qui n'a pas été mon cas. Parce que j'ai accouché dans une maternité très physio et tout ça, donc on l'a extrait instrumentalement. Ce que j'ai su après, parce que j'ai une de mes meilleures amies qui est obstétricienne, qui n'était pas légale. Résultat des courses, en allant chercher mon fils directement avec les instruments, bah on a un peu embarqué, pas que lui quoi. Euh, donc euh, donc voilà. Donc ça c'était dur et c'est à cause de ça qu'aujourd'hui j'ai un prolapsus. Alors comment ça s'est manifesté? Au départ, mon accouchement ayant été hyper violent, enfin moi je l'ai perçu comme hyper violent. J'ai ensuite eu des très gros œdèmes et donc je suis restée d'ailleurs plus longtemps à la maternité parce qu'on savait pas s'il faudrait les drainer ou pas. Donc au début, j'ai pas la seule chose que je voyais qui était très dérangeante, qui m'a inquiétée, c'est que j'étais complètement incontinente. Donc, je me levais la nuit pour aller nourrir mon fils. Et en fait, je me levais et je me faisais pipi dessus complètement sans m'en rendre compte. Enfin, Et donc là, c'était dur de... Je me rappelle la toute première fois, c'était vraiment dur quand ça m'est arrivé. On est en plein milieu de la nuit. Il faut d'abord tout nettoyer, aller se laver les Mhm. mains avant de nourrir son bébé. Et on m'a déjà posé la question et du coup, mais t'as appelé quelqu'un à ce moment-là? Et en fait, non, j'ai appelé personne parce que j'étais nouvelle maman depuis quelques heures et ma priorité c'était devenu mon bébé, c'était plus moi, donc j'ai paniqué pour moi. Mais lui, peu cher, il pleurait et moi j'étais en train de me dire mais c'est horrible, je suis en train de faire du ménage avant de d'aller le nourrir alors que là il a que quelques heures, il était pépouze au chaud il y a quelques heures et là, voilà. Donc j'en ai parlé le lendemain matin, on m'a dit oui, c'est des choses qui arrivent, ça rentrera dans l'ordre. Je t'en sais rien en fait, tu vois. Enfin, t'écoutes, t'es pas au courant, t'écoutes. Et quand je suis rentrée chez moi, j'ai eu une sage-femme à domicile, mais on s'occupait principalement de mes deuxièmes, donc parce que j'étais très douloureuse, donc c'est un peu passé à la trappe. Et puis quand tout a commencé à rentrer dans l'ordre, question bobo de foufoune, parce qu'en vrai, il faut dire les choses aussi, tu vois, t'es pas non plus. Et ben là, j'ai commencé à me dire, non, mais il y a un truc qui cloche, quoi. Il y a un truc qui va pas. Enfin, c'est pas possible. J'ai l'impression d'avoir une balle de ping-pong entre les jambes. Enfin, c'est pas douloureux, mais ça me gêne tout le temps, en fait. Et C'était au bout de combien de temps ça? ouais, hyper rapide, hein, je pense, moins de 15 jours après, quand en fait, Ok. mes œdèmes, ils se sont résorbés et que j'avais plus trop mal, quoi. Ok. Et j'ai fini par aller dans ma salle de bain, prendre un miroir et regarder. Hmm. Et là, bah, enfin, mon monde s'est effondré, quoi. Ce que je voyais, j'avais pas envie de le voir. Je voyais une boule, enfin, et je savais pas ce que c'était. Franchement, je savais pas ce que c'était en plus. Et puis je me disais, mais c'est pas comme avant. Mon anatomie, et clairement, avant, c'était pas ça, hein, les gars. Hein. Là, franchement, c'était la boucherie. Hein. J'avais pas ça moi avant. Et je veux redevenir comme avant. Et j'avais en tête
Non, mais je comprends pas pourquoi est-ce qu'on nous bourre le mou avec le corps qui change, qui est dur à accepter, les vergetures, les kilos en trop. On ne parle pas de ça parce que franchement, à choisir, moi, les gars, je prends les vergetures et les kilos en trop, hein. Enfin, c'est peanuts, hein, la vergeture ou les vergetures et les kilos en trop, franchement. Et je comprenais pas ce qui m'arrivait. Et puis, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton téléphone et tu tapes quoi sur Google? Boule dans le vagin? Enfin, en fait, c'est genre toutes les variantes possibles de boule dans le vagin, quoi. Genre, non, mais tu vois, t'es là et en plus, c'est hyper chelou de taper ça. T'es sur ton téléphone, sur Google, c'est hyper chelou de taper ça sur Google. Enfin, le truc n'a aucun sens, quoi. T'es là, ouais, ok. Et puis, je vois rien qui me parle. Donc là, ça a été très dur. Les semaines et mois qui ont suivi ont été très durs. J'ai eu la chance exceptionnelle de ne jamais être seule les 2 premiers mois et demi, je crois, de mon fils, parce que c'était l'été. J'ai accouché un 1er juillet, donc après c'était l'été. On est parti en vacances avec mes parents. On a beaucoup bougé et voilà, j'ai toujours été avec mes parents, un de mes frères et après avec mes beaux-parents. Et franchement, j'ai vraiment sombré, mais je pense que c'est grâce à eux que j'ai pas sombré plus que ce que je n'ai sombré. Juste pour revenir là-dessus, donc tu vois cette boule, tu sais pas ce que c'est, et tu pars en vacances avec ce truc sans savoir, enfin, sachant que ça te gêne, mais en disant que c'est normal, quoi. C'est l'après-accouchement, quoi. Oui, parce qu'en fait, tout le monde me dit, ouais, mais et puis tout ce que je vois, t'es en postpartum, le corps a un peu changé, il faut laisser le temps que les choses se remettent en place. Et c'est ce que tout le monde me dit. Donc, en vrai, personne, j'ai accouché il y a 3 semaines, j'ai accouché il y a 10 jours. Enfin, Mm. les gens, ils m'ont dit, attendre, quoi. Et là, t'as le choix, tu restes chez toi à chialer ou tu... Donc, je suis partie. Et ma maman, elle a été top là-dessus parce que on m'avait dit à la maternité, du coup, avec ces histoires de fuite, commencer la rééducation très tôt. Donc, à chaque fois que j'allais quelque part, elle prenait rendez-vous, elle regardait les sages-femmes, les kinés. Donc, puis à chaque fois que je voyais quelqu'un, on me disait non, non, ça va, tout va bien. Je dis mais non, mais je vous assure, franchement, quand je regarde, j'avais un miroir dans ma poche et je pense que je regardais 100 fois par jour. Je regardais tout le temps. En mode, ouais, il y a un moment, je vais regarder et ça va avoir disparu, quoi. Bon, évidemment, ça n'a jamais disparu. Il y a aucun professionnel qui a regardé et qui a dit que c'était pas normal. Non, on m'a dit ouais, enfin vous venez d'accoucher, c'est nouveau. Et puis t'es examiné allongé. En fait, la descente d'organes, bah comme n'importe quelle descente. Enfin, non mais enfin tu vois genre la gravité. Bah donc on dit ouais bah vous êtes un peu constipé, ouais je sens, ouais bah enfin ça existe. Vous répondez pas à mes questions quoi. Et puis l'été se passe et j'attends pendant tout ce temps en fait j'ai dans la tête, je garde dans la tête l'espoir d'avoir des réponses à ma consultation du postpartum. En me disant ok prends sur toi et tu vas avoir des réponses et une solution à cette consultation. Ce qui sera une désillusion totale. Parce qu'à cette consultation, j'ai le droit juste à, ouais, désolé, on aurait pu mettre la péridurale, parce que oui, j'ai accouché au forceps sur un bébé pas engagé sans péridurale. Parce qu'on m'avait posé le cathéter, mais on n'avait pas injecté parce que je supportais pas cette sensation de pas sentir mes jambes. Donc on m'avait posé un cathéter parce que j'étais en risque. J'avais un gros risque comme je suis arrivée à la maternité parce que je pissais le sang de partir en césarienne en urgence. Donc on m'a posé le cathé tout de suite. Et moi je supportais pas, donc on m'avait dit ok, on coupe et quand vous avez besoin, vos contractions sont plus supportables. Vous nous dites on relance. Et il s'avère que moi Ok. mes contractions ont toujours été très supportables, enfin douloureux mais supportable. Et donc c'est l'excuse que j'ai eue. On aurait pu relancer la péri. On aurait pu vous faire un point ou deux supplémentaires, mais après vos rapports, ça aurait pu être douloureux. Je dis mais de quoi on me parle en fait? Genre c'est pas les sujets que Mm. j'aborde là. Et puis si dans 6 mois vous allez pas mieux, vous avez qu'à vous tourner vers les professionnels concernés. Ok, et je sors de là et en fait je dis mais c'est qui les professionnels concernés? Enfin je veux dire si c'est pas elle la professionnelle concernée, bah c'est qui? Sachant que j'ai pas trop voulu m'attarder dans la matière puisque on m'a assez rapidement diagnostiqué un syndrome de stress post-traumatique suite à cette naissance. Et retourner dans cette maternité, c'était un cauchemar pour moi. Donc je suis vite repartie et voilà. Et donc là, je commençais à me dire, je suis sûre que j'ai un prolapsus. Tu l'avais lu quelque part, ce nom? Bah, à force d'avoir tapé boule dans le vagin sous toutes ces formes dans Google, j'avais fini par me dire, ok, c'est ça quoi. Elle a cherché, montre-moi des photos sur Google, était là. Oui, alors je crois que j'ai ça. Et donc là, bah, je cherchais des pros spécialisés dans la périnéologie. Et puis j'ai eu une chance extraordinaire, moi, de tomber sur une généraliste ultra à l'écoute, qui clairement a toujours dit, moi, je sais pas, mais on va pas vous lâcher, je vais pas vous lâcher, on va chercher d'autres solutions, on vous reprendrai pas le travail tant que c'est pas possible. Enfin, parce qu'en fait, tout Mm. ça, c'est quand même cette sensation, ça fait que moi, les répercussions, c'est que je pouvais pas rester debout sans avoir l'impression que tous mes organes allaient se barrer.
j'ai pas porté mon fils. Alors que c'était vraiment mon idéal. Genre, j'avais acheté la sling, le bandeau, l'écharpe souple, l'écharpe rigide, le porte-bébé, physio. J'avais passé des nuits entières à benchmarker pour que ses hanches soient bien, parce qu'en plus moi je bosse en ortho, donc pour pas faire de dysplasie, et je pouvais pas le porter quoi. Donc voilà, tout ça c'était un peu dur. Et reprendre le boulot alors que j'étais infirmière de bloc en orthopédie à porter et être debout toute la journée, genre c'était pas trop envisageable quoi. Donc je vois des gynécos, je trouve un gynéco qui finalement, je vois même deux gynécos, qui les deux valident que j'ai un prolapsus. Le premier pense que ma gêne ne vient pas de là, mais d'un étirement du nerf pudendal que j'ai aussi. Mais euh, mais bon, c'est pas ça qui me gêne le plus au quotidien. Et le deuxième valide aussi, mais me dit, ah, mais madame, en fait, vous avez 32 ans, est-ce que vous avez vu ma salle d'attente? C'est que des dames qui ont au moins 80 ans, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? Et là, c'était dur, mais cool aussi en même temps de me dire, ok, en fait, c'est validé. Il me dit pas, c'est pas grave. Il me dit pas, il y a rien. Il confirme ce que je sais déjà. Et il me dit, bon, on va quand même vous passer en comité pluridisciplinaire. Je vais vous envoyer vers un gastro. Il me dit, je sais pas quoi faire pour vous, mais on va quand même Hmm. voir ce que je peux faire. Bon, là, je pars en me disant, je vais pas retourner le voir, mais je vais trouver. Et maintenant que je sais que c'est écrit noir sur blanc par un médecin, peut-être que je vais être un peu plus entendue. Donc, rééducation, je fais ma rééducation du périnée. Je pense que j'ai fait 50 millions de kinés à Paris. J'en ai vu vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Soi-disant spécialisés dans le périnée, en fait, pas de changement. Enfin, voilà. On me dit, non, mais c'est bon, on est arrivé au bout de ce qu'on pouvait faire. Vous pouvez rentrer chez vous. C'est fini pour nous, les rééducations. OK, enfin, peut-être que pour vous, c'est OK, mais moi, je suis aussi mal à la 10e séance qu'à la première. Donc, en fait, je sais pas ce qu'on a fait, quoi. Enfin, je sais pas sur quoi vous vous basez. Donc bon, et finalement, je tombe sur une kiné qui est sur les réseaux sociaux. Ça, je m'en rendrai compte après, qui est assez connue sur les réseaux sociaux. Et c'est avec elle que je vais rester longtemps. Et avec elle qu'on cherche encore maintenant. Après, j'ai trouvé une autre kiné aussi entre-temps. Mais enfin voilà, donc là, je bosse comme ça. On essaye des PCR. Donc les PCR, c'est des dispositifs médicaux qu'on met en intravaginal pour essayer de redonner une position un peu plus physiologique à vos organes. Donc c'est un peu, il y a beaucoup de femmes qui ont du mal avec ça, mais c'est un peu le même principe que se mettre une cup, c'est juste que ça a une autre forme. Et moi, j'ai du mal à trouver celui qui me convient, donc j'avais pas de solution miracle. Mais j'ai avancé comme ça, et au bout du mois, j'ai repris le travail, mais en mi-temps thérapeutique. C'était très compliqué en fait, rester debout, j'y arrivais quand même pas. Donc après, j'ai changé pour partir sur un poste d'encadrement. Et puis surtout, je me suis dit, bon bah la solution, ça va être de me faire opérer. Il existe une chirurgie. La chirurgie, elle consiste à quoi? À remettre les organes aux bons endroits? Ouais, alors soit avec une prothèse, enfin, un filet, les mêmes prothèses, enfin les mêmes filets que pour les hernies. Seulement à ce moment-là, j'étais pas encore ultra informée. Aujourd'hui, on est en plein scandale sanitaire autour de cette chirurgie. Et aujourd'hui, j'ai changé d'avis sur le fait de vouloir me faire opérer, bien que je pense que j'aurai quand même besoin un jour de me faire opérer. Je pourrais pas gérer comme ça toute ma vie. Mais à ce moment-là, je me suis dit, je vais me faire opérer, je dois me faire opérer, je ne vois pas d'autre option. La seule chose, c'est que je ne pourrais pas me faire opérer tant que j'aurai encore des désirs de grossesse. Hmm. Ça aurait été le drame de ma vie de ne pas avoir d'enfant, mais je pense que ça aurait été aussi le drame de ma vie de n'en avoir qu'un seul. Et ça, c'est un truc que j'ai eu vachement de mal à accepter quand Gaspard est né, que je me suis dit, bah, je pourrais plus jamais avoir d'enfant. En fait, c'est impossible, je l'envisage pas, quoi. Même si on me dit que c'est physiquement possible, moi, mon corps, ma tête supporteront jamais une autre grossesse et un autre accouchement. Et puis là, Gaspard a, je sais pas, je pense, 1 an, et je me dis, non, j'ai envie d'un bébé. Enfin, j'ai besoin de cet autre bébé. J'en ai besoin dans ma vie. Ma famille, elle est pas au complet. Alors tout le monde me dit, mais t'as déjà un enfant, c'est super. Ouais, c'est super, mais ça me suffit pas. Je sais pas l'expliquer. Tu sais, c'est viscéral. C'est comme ce truc quand tu veux un enfant, c'est viscéral. Je peux pas. Il y a pas de rationnel. Et j'aurais préféré. Hein, franchement, j'aurais adoré ne pas vouloir d'autres enfants et me dire, waouh, trop cool. Et donc là, je me dis, ok, j'en veux un second. Je veux me faire opérer. Donc, si je veux me faire opérer, il faut que je valide le fait que je veuille un autre enfant ou pas d'autre enfant. Je valide que je veux un autre enfant. Ok. Par contre, grossesse, accouchement, je demande à mon mari, je lui dis, écoute, j'attends un deuxième enfant, mais moi, sur le deuxième, je voudrais bien être papa, s'il te plaît. Et
comme les choux et la cigogne, ça ne marche pas. Donc du coup, je me dis, ok, avant de lancer ce bébé, je dois trouver un obstétricien, valider une césarienne. Je ne lance pas une seconde grossesse Mhm. sans avoir validé ça. Et je me dis, je suis prête à faire tous les obstétriciens de Paris jusqu'à trouver celui où je me sentirais bien. Donc j'en vois déjà un ou deux et en fait, je sais pas, dans ma tête, je pense que j'ai toujours une bonne excuse pour dire que c'est pas le bon, tu vois. Et puis, une de mes collègues qui travaille en gynéco me dit, écoute, Justine, pourquoi tu demandes pas à docteur machin, il est super, il passe des fois à la maison des maternelles et tout, on l'adore toutes, il est génial, enfin, je dis, bah ouais, écoute, elle me dit, mais envoie-lui un mail, je lui ai parlé de toi, et puis en fait, j'y vais pas, quoi. Tu sais, il se passe une semaine, 2 semaines, et puis au bout de 3 semaines, tu te dis, ah, mais elle lui en a parlé il y a 3 semaines, il a avoir oublié, enfin, toutes les excuses sont bonnes pour pas y aller. T'avais peur de quoi? J'avais peur, j'avais peur du jugement, j'avais peur de retomber en fait sur quelqu'un qui me dirait ah mais ce que vous avez c'est pas grave. J'avais peur de pas être validée dans ma souffrance, dans mon handicap, dans mon désir de maternité, dans mes choix. Enfin j'avais peur de Hmm. et j'avais pas envie. J'étais encore, je me sentais encore trop fragile pour devoir me battre sur. Je comprends. Et puis un jour je vais à la cafette de l'hôpital pour chercher à manger et je sais pas si tu connais les cafettes des hôpitaux, c'est toujours blindax, t'as toujours plein de monde, voilà. Et ce jour-là cafette vide et je tombe. Et qui est la seule autre personne qui vient chercher son sandwich? Ce médecin. Et là, je dis, putain, Justine, les étoiles sont alignées là. Là, c'est pour toi, c'est ton grand moment. Vas-y, prends sur toi. Et je suis là, non, mais non, il y aura d'autres moments et tout. Tu sais, c'est vraiment le combat interne dans ma tête. Genre, Justine, vas-y, allez, hop, hop, on y va, on se. Et puis non, mais il y aura d'autres. Tu lui enverras un mail, là, tu vas pas le déranger. Et, tu vois, il est en pause déj, il a pas franchement envie. Mais si, vas-y, toi, si t'étais à sa place, est-ce que ça te dérangerait? Au pire, si ça t'embête, il t'envoie bouler. Non, mais enfin, et puis, il commence à partir et là je me dis bon allez vas-y Justine go go go. Je dis oui alors bonjour, je voulais me présenter vite fait Justine. Justine, ma collègue s'appelle aussi Justine. Justine vous a parlé de moi. Je voulais voir si on pouvait discuter ensemble de ma situation. Je voudrais un autre bébé. Il me dit bah oui oui si vous voulez. Puis là je le vois qui s'arrête et je me dis ah non par contre tu t'excuses pas de ça. Avec un À sandwich dans l'entrée de les la mains. je dis oui alors est-ce que ce serait possible d'en discuter plutôt en privé? Donc il me dit ouais, pas de souci, on peut se voir demain. Et donc le lendemain, je le vois dans son bureau, on en discute. Et là, on discute et c'est genre, je sais pas si on peut parler de ça. Tu sais, t'as tes coups de foot pour ton mari. Bah Hmm. moi j'ai eu mon coup de foot pour mon Je vois obsèque. très bien. Moi, j'ai eu un coup de foot pour ma sage-femme, tu Genre, vois. Donc... genre le truc qui te dit, ok Hmm. c'est lui qui fera le truc. Genre, je sais pas si ça match question, enfin surtout, mais en tout cas, c'est lui qui m'ouvrira le bide quoi. Enfin, tu sais, c'est vraiment ce Ouais. truc que j'ai eu. Et je lui raconte mon histoire et lui, il me dit, il me laisse même pas aller jusqu'au bout et il me dit, OK, j'ai pas besoin de vous examiner pour savoir ce qu'il en est. Et déjà, j'aime. Je me dis, OK, enfin, tu vois. Il te fait confiance. Et après, il me dit, ce que je lui dis, je comprends pas. En plus, mon compte rendu d'accouchement, c'est pas mon accouchement. Moi, quand je le lis, je me dis, enfin, on n'était pas dans la même pièce, les gars. Ils ont échangé avec la nana qui a accouché dans la salle d'à côté. Il me dit, j'ai pas besoin de le voir. Vous m'avez expliqué. Je comprends bien ce qui s'est passé et je vois bien à quoi ressemble le résultat. Et je dis voilà, et je me sens pas d'accoucher voix basse. Pour moi, enfin, je suis encore trop traumatisée. Et là, il me sort une phrase. Il me dit, écoutez, c'est un non-sujet. Pour moi, c'est aux femmes de décider comment elles veulent accoucher. Donc, on fera ce que vous voulez. Ah. Voilà, il me dit, moi, je suis là pour vous donner toutes les options, vous donner les risques de chaque option et les avantages de chaque option. Maintenant, moi, je vous orienterai plus vers une voie basse, mais là, si vous me dites que c'est pas possible, bah, c'est pas possible, quoi. Fin du sujet. Et puis j'ai insisté, il me dit, non, mais c'est bon, on arrête, en fait, ça fait 10 fois que je vous dis, c'est bon pour la césarienne. Stop. Je dis, bon, ok, alors maintenant, la prochaine étape, c'est quoi? Bien, vous m'envoyez un mail quand vous êtes enceinte. Ok, d'accord. Et donc, 3 mois après, putain, oui, bonjour, c'est moi, je suis enceinte, on fait quoi? Donc voilà. Et cette seconde grossesse, bon, je déteste toujours être enceinte, mais je l'ai vécu de façon vachement plus cool, quoi. Et la sensation de pesanteur, elle était pas amplifiée pendant la grossesse? Alors, début de la grossesse, c'était horrible. Ouais. Début de la grossesse, c'était affreux, c'était fois 1000. Et là, je me suis dit, jamais je vais pouvoir faire une grossesse comme ça. Je me sens pas capable.
9 mois comme ça, je m'en sens pas les épaules. Et en plus, je vomissais beaucoup. Donc, en fait, vomir accentuait le tout, quoi. À la fin, mais tout sortait. J'étais là, mais c'est pas possible. Genre, et puis j'étais là, mais qu'est-ce qu'on va me parler d'accouchement voix basse? Aucun! Il y a déjà tous mes organes qui veulent sortir. Aucun bébé ne sortira par là. Je vous dis tout net. Donc, du coup, moi, j'ai été arrêtée très, très tôt pendant cette grossesse. J'étais même pas enceinte de 2 mois. Et puis, en fait, c'est vraiment l'imprégnation hormonale. Donc, tu as un relâchement vraiment de tes tissus, dans ton corps s'habitue. Et deuxième trimestre, ça s'est calmé. Et j'ai eu un deuxième trimestre, genre, waouh, miracle! Je suis comme avant, j'ai plus de pesanteur, rien du tout. Mais bon, assez normal. Ton utérus remonte. Enfin, avec le bébé qui grossit, tout remonte. Et ça, c'était cool. J'avais le divin espoir que ça reste comme ça pour toujours. Bon, Mm. évidemment, spoiler alert, c'est pas vrai. Mais donc du coup, la grossesse, ça a pas été, ça a été très dur le premier trimestre. Le deuxième trimestre, à partir du milieu du deuxième trimestre jusqu'au milieu du dernier trimestre, ça a été franchement question symptômes. Fin du dernier trimestre, c'était dur. Voilà, c'est dur parce que puis en plus moi j'ai un bébé énorme quoi, il faisait 3,9 kg, enfin donc ça c'était dur. Et pendant cette grossesse, comme j'ai été arrêtée très tôt et que j'allais pas passer ma vie à binge-watcher Netflix, tu vois, je me suis dit, il faut trouver des solutions pour aider les femmes, quoi. Je suis forcément pas la seule. Et là, pareil, étoile qui s'aligne, je reçois un jour un mail d'une boîte qui s'appelle My Little PCR et qui fait des PCR, en l'occurrence, nous donnant des chiffres en nous disant que, voilà, le prolapsus, c'est une femme sur deux au cours de sa vie. Donc, toutes ne seront pas symptomatiques, mais le chiffre me paraît quand même énorme, tu vois. C'est clair. C'est 50% de troubles anxieux associés et 30% de syndrome dépressif. Oh, Sachant wow. que ces chiffres sont clairement sous-estimés, étant donné que beaucoup de femmes n'en parlent pas, Mm. même pas à leur médecin. Donc, c'est forcément sous-estimé. Et je trouve déjà ces chiffres énormes. Mm. Et donc, dans ce mail, elles disent, voilà, et aujourd'hui, il n'existe absolument aucune association de patientes sur le sujet. Or, on sait, grâce à EndoFrance qui a ouvert la voie, l'importance des associations de patientes pour pouvoir faire bouger les choses. Et donc, elles disent, est-ce qu'il y en a certaines d'entre vous qui seraient intéressées par le fait de monter, de créer une association, auquel cas, nous, on serait OK pour vous aider. Alors, vous serez une association totalement indépendante, ce qui est le cas, mais nous, on est OK pour vous aider, vous partager notre carnet d'adresses, si vous avez des questions, enfin voilà, on serait OK pour vous accompagner là-dedans. Sachant que cette boîte, elle a été fondée par une nana qui est super et qui a eu des problèmes aussi, elle, de vulvodynie, et donc qui est vraiment dans le prendre soin Mm. des femmes. Donc, on était une petite dizaine de femmes à avoir répondu à cet appel. Finalement, on a été deux à créer cette association. Donc, on a créé cette association en mars dernier officiellement. Mais donc, j'ai commencé là-dessus, j'étais enceinte. Deux Euh, bébés en même temps. ouais, c'est ça, deux bébés en même temps. Et donc, on a créé cette association qui s'appelle POP France, POP pour prolapsus des organes pelviens. Dont aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être la présidente. Et donc, on travaille beaucoup avec cet asso. Déjà, on a un comité scientifique de pro de santé spécialisé, enfin expert dans la statique pelvienne avec qui on travaille. Et puis voilà, on fait plein de choses. Je voudrais faire bouger les choses, tu vois, enfin que les femmes elles se sentent moins seules. Et après ça, je me suis rendu compte avec l'asso, c'est super pour connecter avec les pros de santé et ensuite pour pouvoir faire bouger les choses auprès des pouvoirs publics. Mais les femmes, elles, ce qu'elles ont besoin finalement, c'est de s'identifier. Mm. Et avec une asso, c'est difficile de s'identifier. Parce que l'assaut, juste pour reclarifier, le but de l'assaut, c'est de faire avancer sur le sujet, ça veut dire de faire connaître le sujet. Oui, le but de l'asso, ça va être de lever le tabou sur le sujet déjà en le faisant connaître, Ouais. pour ensuite essayer de mobiliser les soignants et j'ai l'espoir, les pouvoirs publics, Ok. afin que des mesures soient mises en œuvre pour pouvoir prendre en soin les femmes qui en souffrent. Et de D'accord. façon plus optimale. Aujourd'hui, c'est un petit peu au petit bonheur la chance, quoi. Il n'y a pas de, il y a pas de standardisation, c'est pas protocolisé, donc Bah, il y a qu'à voir le nombre de kinés que t'as vu, on en trouvait un qui était efficace, quoi. c'est ça, tu vois.
Et puis, tu as ceux qui s'autoproclament pape ou papesse du périnée. Et en fait, quand il va... Alors après, maintenant, j'ai l'expérience et puis je suis patiente experte. Donc, tu te rends compte que en fait, tu y vas et t'en sais plus qu'eux, quoi. Et des fois, tu y vas juste pour utiliser leur matériel parce que tu l'as pas chez toi, quoi. Mm. Non, mais enfin, c'est une réalité. Donc, l'assaut, c'est ça. Ça va être de mettre en lumière pour sortir vraiment de l'ombre ce sujet et ne plus en faire un tabou. Et du coup, de faire avancer les choses. Le truc, c'est par cet assaut et parce on n'est pas nombreuses en ce moment. Les femmes, elles, ce qu'elles veulent, c'est de pouvoir s'identifier et pouvoir se retrouver. Mais nous, on n'est pas en mesure enfin, ce qui comprend de façon très simple, humainement parlant, on n'a pas les moyens humains et financiers pour pouvoir mettre en place des soins individuels, enfin, du du take care individuel. Et, euh, et quand j'ai passé dans plusieurs émissions dans la maison des maternelles et j'avais enregistré aussi, j'avais été contactée après par l'équipe de Maïtena Biraben pour Mesdames Médias. Et à chaque fois, on m'a dit, mais les femmes, elles ont besoin de s'identifier. Donc, j'ai fini par ouvrir un compte Instagram pour pouvoir permettre aux femmes, justement, de s'identifier à moi. En fait, pour pouvoir permettre aux femmes de trouver ce que j'aurais, moi, aimé trouver il y a 3 ans quand ça m'est arrivé. Voilà, c'est surtout ça. Mm. Et qu'elles trouvent un endroit où je ne cesserai jamais de leur répéter, je te vois, je t'entends, je te crois, et t'es pas toute seule. Euh, Enfin, en fait, je veux juste être la personne que j'aurais aimé trouver il y a 3 ans. C'est pas plus compliqué que ça. Et à côté de ça, moi, je me forme en parallèle parce que j'aimerais pouvoir leur proposer des programmes et parce que, en plus, je peux plus exercer en tant qu'infirmière. Donc, faut que je pense aussi à ma reconversion à moi. Et du coup, j'aimerais la faire là-dedans. Je me dis, des fois, j'ai un cas de conscience de me dire, mais est-ce que vraiment je peux monétiser autour du prolapsus? D'un autre côté, je me dis, toi, il y a 3 ans, quand ça t'est arrivé, est-ce que tu aurais payé? Quel service tu aurais payé? Je me dis, mais en fait, j'aurais payé quelqu'un qui me disait, je connais le sujet, où j'étais rassurée en disant, mais putain, elle est patiente experte, elle est présidente d'assaut, ça lui est arrivé, elle a tout plein de pros dans son entourage, elle est formée, elle est pro de santé à la base, à la base, je suis pro de santé, elle s'est formée dans le coaching, elle part à la Sorbonne pour expertiser le truc, elle repart en fac parce que je repars pour 3 ans pour devenir sexothérapeute. Je me dis, bien sûr que moi, j'aurais payé quelqu'un comme Bien ça, sûr. plutôt que d'aller payer des 90 euros de dépassement d'honoraires pour des professionnels qui vous disent, ouais, ça va, t'as 32 piges, c'est que fonctionnel, quoi. Après, tu rajoutes ta thérapie, Mm. tu rajoutes tes séances de kiné, pour peu que tu sois à Paris à 50 balles ta consulte avec remboursé 10 euros par la Sécu et ma mutuelle, moi perso, qui rembourse rien à côté. J'ai des factures, on a fait le calcul avec mon mari. Par mois, j'en ai à peu près pour 600 euros de frais de santé. Ouais. Donc, aujourd'hui, j'aimerais pouvoir leur proposer une prise en soin de ta santé mentale, ta santé physique, un parcours adapté, pouvoir les écouter, être écouté par quelqu'un qui comprend parce que j'ai vu des psychologues au début et puis en fait, elles voulaient toutes me faire dire que j'étais en dépression du postpartum et qu'en fait, j'aimais pas être mère, que j'étais dans le regret maternel. Ce que tu nous as dit au début, pas du tout. Et pas du tout, moi j'adore être mère. Enfin, Dans le regret de mes organes qui descendent. non, mais c'est ça, en fait. Et t'es là, ouais, mais peut-être qu'en fait, c'est la parentalité que vous aimez pas. Mais non, moi, c'est horrible pour moi de pas porter mon bébé, de pas le bercer. Enfin, moi, j'ai l'impression d'être une mère affreuse, Mm. de pas en prendre soin comme je l'avais projeté. Donc, non. Et donc, c'est ça, la santé mentale, pour moi, c'est 50% du traitement. Mais il faut trouver un pro qui sait de quoi tu Bien parles, sûr. quoi. Qui t'entend, qui va pas mettre ça sur ses propres croyances. Et donc, voilà, j'aimerais être cette personne pour toutes ces femmes. Alors, pas tout de suite, parce que je voudrais leur faire un truc super top moumoute, extraordinaire, leur donner le meilleur de ce qu'elles méritent. Et donc, ça demande encore un petit peu de temps de mise en place. Et voilà. Mais à court terme, enfin plutôt à moyen terme, c'est mon objectif. Qu'elles sachent qu'elles ont quelqu'un qui va... Voilà ce que je t'ai déjà dit, je les vois, je les entends, je les crois, elles sont là, elles sont super fortes, super extraordinaires. Elles méritent le meilleur et moi, je veux leur donner mon meilleur, quoi. C'est un magnifique projet. Est-ce que tu peux le monétiser? On est prêt à payer des milliers d'euros pour un ordi ou un téléphone, donc mettons ces milliers d'euros pour notre... Ah oui, mais en fait, tu sais, dès que tu vas dans l'ordre de la santé, enfin, depuis que j'ai commencé, et pourtant c'est très récent, tu vois,
avec l'asso, on a déjà eu notre première vague de haters. Et Ok. je vois déjà qu'il y a beaucoup plus de bienveillance sur mon compte, du coup, Justine Pop Mom, que sur l'asso. Parce que déjà, sur l'asso, les femmes, elles n'ont pas l'impression de s'adresser à quelqu'un, donc elles se permettent des choses qu'elles ne se permettraient peut-être pas quand elles s'adressent à moi. Et après, si, on a eu nos premières vagues de haters en disant, de toute façon, vous cherchez à vous faire de l'argent sur le dos des femmes. Moi, j'ai déjà entendu dire, de toute façon, tu fais ça pour être célèbre. Enfin, pour être célèbre, les gars, enfin, vraiment, si j'avais voulu être célèbre, je pense que j'aurais choisi un autre sujet. J'aurais dit à quel point j'étais quelqu'un d'extraordinaire, super intelligent, trop drôle. Enfin, tu vois. Ah ouais, être célèbre avec ma descente d'organes, merci quoi. Et ça, je l'ai entendu, hein. J'ai dit, ouais, mais aussi, vous faites ça parce que vous êtes blonde et jolie. Non, mais ça, j'ai halluciné. Et du coup, je me suis dit, bah, oh, sympa, vous me trouvez jolie. Bah, je vais juste rester sur ça, parce qu'en plus, c'est même pas comme ça que moi, je me perçois, Mhm. tu vois. Et donc, ça m'a posé un cas de conscience quand j'ai Ah, je commencé à me former en me disant, oui, à terme, j'aimerais créer ce projet, j'aimerais proposer ça aux femmes. En me disant, mais est-ce que je peux vraiment faire ça et monétiser et après tout ce qu'on m'a dit, et en fait, mon mari et puis plein de mes copines m'ont dit, mais toi, est-ce que tu aurais payé? Toi, en comprends. tant que patiente, est-ce que tu aurais payé ça? Ah, et moi, Mhm. à 1000%, ouais, j'aurais payé ça. Et puis, je pense que ça m'aurait surtout fait gagner de l'argent. Enfin, en tout cas, Ouais, c'est perdre moins d'argent. ouais, c'est clair. Ouais. Ok, donc là, du coup, tu reprends les études. Oui, alors du coup, là, pendant mon congé mater, je me suis formée dans le coaching. Donc aujourd'hui, je suis coach en psychologie positive et en méditation. Et puis à côté de ça, parce que avoir deux enfants, un prolapsus et une association, je m'ennuie un Mhm. peu. Je suis repartie à la fac. Donc là, cette année, je fais deux DU. Un DU en démocratie en santé à l'Université des patients de la Sorbonne. Du coup, là, pour m'outiller et avoir tout, enfin, pour pouvoir être le plus à même possible et le plus crédible. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais être le plus pro possible pour pouvoir aller promouvoir ça auprès des pouvoirs publics. Et à côté de ça, parce que j'ai eu beaucoup cette question et parce que c'est un sujet que moi j'adore et parce que la santé mentale pour moi enfin c'est mon dada quoi. Vraiment, je trouve ça extraordinaire et extrêmement important. Je me lance dans un DU pour devenir sexologue, sexothérapeute. Donc là à la fac à Paris 5, donc qui est une formation sur 3 ans et accessible uniquement aux pros de santé. Donc merci mon diplôme Mhm. d'infirmière. Donc, je fais tout ça puisque pour l'instant, je peux pas reprendre mon travail et que je suis en train de faire les démarches pour pouvoir accepter ça. C'est aussi un deuil Bien à sûr, faire, bah hein, ouais. euh, que tu dois changer. Et socialement parlant, c'est difficile, tu vois, d'être en arrêt maladie. Les gens te disent, en fait, c'est cool, tu te reposes toute la journée, quoi. Et j'ai jamais autant travaillé de ma Mhm. vie que depuis que je travaille Mhm. plus Mhm. officiellement. Tu Et l'as ça, tu c'est l'as fou. très bien dit au début, on n'entend pas souvent cette histoire de handicap invisible et invisibilisé. Aujourd'hui, si on se Ouais. croise dans la rue, je peux pas voir que... Non, et j'ai une copine qui me disait, avec qui je suis allée prendre un café la semaine dernière, et elle me dit, ouais, Justine, j'ai écouté, je crois, un podcast où je suis passée, ou une émission où je suis passée, je sais plus. Et elle me dit, mais moi, je te vois tous les jours, et je te connais, et je sais qu'il y a un problème, mais si je te croise comme ça, en fait, tu parles à tout le monde, tu souris, tu rigoles et tout, bah, pour moi, tu vas bien, quoi, tu vois, enfin, Mhm. des trucs cons. En fait, le problème, c'est quoi tes options? Si tu pleures tout le temps et que tu te plains tout le temps, on va dire putain, elle est chiante. Elle est chiante, elle a qu'à prendre sur elle. En plus, comme tu le vois pas, ça va quoi. On a tout accouché. Enfin, voilà. Si tu souris mais que t'expliques gentiment, tu vois, un repas à 15, et qu'on te dit ouais, tu ramènes les assiettes à la cuisine. Alors perso, non, les assiettes, je vais pas les porter. Moi, je veux bien ramener deux verres, mais 15 assiettes là. Si vous voulez me retrouver avec oh sa vessie, oh son utérus, oh ouais putain son rectum, elle a tout laissé sur le passage. Perso, je préfère qu'il reste à l'intérieur. Donc je peux ramener deux verres, mais pas les 15 assiettes. Mais Mais tu vois, les gens, ils comprennent pas. C'est ah putain, encore avec son truc, quoi. Ouais, c'est fou. Elle a toujours la bonne excuse, Mhm. celle-là. Et c'est vraiment ça, le handicap invisible et invisibilisé. Parce que handicap invisible, il y en a plein et pourtant, tu vois, on les prend en compte. Et encore, je suis pas certaine qu'on les prenne toujours en compte. Mais en tout cas, on les considère plus comme des handicaps. Mhm. Et là, non, juste, ouais, t'as eu des enfants, quoi. Et une personne âgée, tu vois, qui a un prolapsus, ça va être pareil, genre, bah, enfin, ça va. Qu'est-ce qu'elle... Elle reste assise, tu vois. Enfin, j'ai déjà entendu ça. Ouais, elle est en fauteuil, elle reste assise. Qu'est-ce que... Non, mais en fait,
aucun âge ne justifie, enfin, je veux dire, il n'y a pas un âge où tu es périmé et ça justifie que tu sois pas Mm. confort, quoi. C'est quoi du coup aujourd'hui les symptômes que justement qu'on voit pas? Les symptômes, c'est vraiment ce truc de pesanteur où tu as toujours l'impression d'avoir une balle de ping-pong entre les jambes, ou en tout cas ce truc que toutes les femmes comprendront très bien, c'est d'avoir cette sensation d'avoir un tampon mal placé. Mm. Sauf que quand tu as un tampon mal placé, tu te dis juste, putain, j'ai un peu chié là, ma mise en place de tampon, je vais l'enlever, je la remets et on n'en parle plus. Mm. Quand tu as un prolapsus, déjà, c'est gênant. Donc, et tu peux pas le changer, tu peux rien y faire. Ça te prend la tête, donc tu réfléchis tout le temps et tu n'es jamais. On a tendance à dire ouais, mais si t'as pas mal, ça va. Mais en fait, non, tu as toujours ce truc, tu n'es jamais tranquille. En fait, ton cerveau est perpétuellement en état de marche parce qu'en plus de cette sensation ultra désagréable, tu as l'impression que en fait tes organes ils vont se barrer. Mm. Et c'est vraiment ce truc, ton cerveau, il est en boucle, il est jamais au repos, tout va se barrer, et du coup, à te ramener, genre, mon corps, ma féminité, ma sexualité. Mm. Moi, j'ai la chance que ce soit, en tout cas, la sexualité soit un non-sujet pour moi, voilà, mais. Et puis, j'ai la chance d'avoir un mari, genre, au top, que je garde pour moi, mais que je souhaite à tout le monde. Euh, Parce que on peut en discuter, enfin, qu'on en discute en fait. Nous, ça nous a, enfin, on était déjà un couple hyper communicant, mais là, on l'est encore 10 fois plus et on est vraiment dans la compréhension, dans respecter les besoins de chacun, le rythme de chacun. Puis nous, ça nous a permis plein de trucs. On s'est réinventé en tant que couple, on s'est réinventé dans notre sexualité. Enfin, tu vois, ça nous a permis plein de choses. Mais je me disais, j'ai eu des retours de femmes qui me disaient, mais comment je peux faire? Et puis mon mec. Et puis j'ai aussi vu un gynéco qui m'a dit, de toute façon, il faut vous faire opérer, pas pour vous, pas pour avoir du plaisir, mais pour pouvoir faire pour votre mari. C'est-à-dire, Oh mon Dieu, mais en fait, non sujet. Déjà, en plus, à aucun moment, j'ai dit que je ne pouvais pas faire. il y a du chemin à faire, hein. Non, mais oui, oui, oui. Enfin, tu vois, en plus, les on véhicule pas les bonnes images, enfin, tu vois, les gens projettent des trucs qui sont pas ta réalité. Et ça, c'est dur. Et puis en parler comme ça, c'est pas toujours évident. Et j'avoue que j'aurais préféré que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse que moi. Mais ce que tu te dis, en fait, c'est quoi l'image que les gens vont avoir de toi maintenant? C'est juste ça? Est-ce que ça te... Parce que j'ai pas envie que ça me définisse. Enfin, tu vois, ça me définit pas non plus, quoi. Plus en Ouais, plus, bien on sûr, me je dit, comprends. ouais, c'est cool, c'est cool qu'elle le fasse, c'est cool qu'elle le dise, c'est cool de pas se sentir seule. En fait, c'est cool Mm. de se rendre compte que, bah, je sais pas, elle est bien quand même, elle a l'air contente, enfin, je veux dire, elle a l'air de kiffer sa vie. Bah écoute, ça s'entend dans ta voix, on a beaucoup ri de jusqu'à maintenant, alors que c'est quand même pas du tout un sujet léger, Non, tu et vois. pourtant, après, je veux pas du tout minimiser le truc. Ouais, il y a des Non, journées non, qui sont il y a des journées qui sont horribles. Oui, il y a des jours où, franchement, j'ai pas envie de me lever. Mais c'est juste Mm. que moi, j'ai fait ce travail et c'est pour ça que je veux vraiment l'offrir aux autres, aux femmes qui en souffrent. Je pense vraiment que le, le soin de sa santé mentale est primordial et pas pour dire ce que vous vivez, ça n'existe pas, hein. Pas pour minimiser leurs sensations. Enfin, ce que vous vivez dans votre corps, ça existe et c'est là et c'est vrai et c'est réel. Vous l'avez pas inventé. D'abord, qui voudrait s'inventer ça? Enfin, personne. Quand une femme qui va avoir 50 gynécos et à chaque fois on lui dit non, on dit ouais, et on finit par lui dire que c'est dans sa tête. Mesdames, ne croyez jamais que c'est dans votre tête. Enfin, aucune femme se dit le matin, ouais, trop cool, je vais aller me dessaper, écarter les jambes devant un toubib juste pour qu'ils me disent que tout va bien. Enfin, personne ne fait ça. Enfin, je veux dire, personne ne s'invente ça. Une femme qui vous dit il y a un problème, je sais qu'il y a un problème, il y a un problème. Je veux dire, ça fait kiffer personne de se foutre à poil devant un inconnu. Donc, Mm. la santé mentale, c'est vraiment je veux vraiment pas leur dire que ça existe pas parce que ça existe. Je veux pas leur dire que c'est pas douloureux. C'est douloureux. Je veux pas leur dire que. Mais ce que je veux leur dire, c'est que, euh, en fait, le chemin à faire, c'est celui de la résilience, c'est celui de l'acceptation. Et c'est ce que je voudrais qu'on apprenne aussi aux médecins derrière et aux professionnels de santé. Arrêtez de faire croire, parce que moi, ce qui m'a le plus fait souffrir, c'est qu'on me fasse croire que j'allais retrouver ma vie d'avant. Votre vie d'avant, je vous promets, mesdames, vous la retrouverez jamais, hein. Jamais. Non, mais enfin, ça, c'est une certitude, vous la retrouverez pas. Ah, moi, je vous le promets, vous la retrouverez pas. Par contre, je vous promets que vous pouvez avoir une vie méga cool. Et peut-être même Mm. mieux que celle que vous vouliez récupérer. Parce que vous allez apprendre pour vous, sur vous.
parce que vous allez peut-être plus prendre soin de votre périnée que quelqu'un d'autre et du coup, vous allez être plus à même, vous allez faire plus attention et surtout, vous allez apprendre un truc que moi j'ai appris, c'est que avant, je cherchais toujours à faire pour la performance, pour le, enfin tu sais, c'était si je fais rien, c'est que j'ai perdu mon temps. Et ben en fait, les jours où ça va pas, juste maintenant accepter que ok, ça va pas, bah c'est plus tranquille. Ce que j'avais à faire, ça prendra plus de temps. En fait, prendre le temps, c'est pas un aveu d'échec, c'est plutôt un aveu de force de caractère, je pense. Et on me dit, ouais, mais quand les femmes qui me disent, ouais, mais comment on fait quand on travaille? Bon, alors déjà, mesdames, je n'ai pas de travail salarié, mais je travaille beaucoup, mais je comprends, quand tu es sur un travail sur site, ces jours-là, Mm. tu peux aussi accepter que ta pause café, elle va durer un tout petit peu longtemps. Tu peux accepter que tout ce que tu avais prévu à faire dans ta journée, tu n'auras pas le temps de le finir. Et c'est pas grave, en fait, tu en feras peut-être plus demain parce que demain, tu seras plus en forme, enfin, que tu partiras peut-être un petit peu plus tôt ce soir, que enfin, tu vois, tu peux réinventer ta vie et finalement ne pas porter tes enfants. Moi, ne pas porter mes enfants ne fait pas de moi une mauvaise mère, quoi. Les enfants, ils s'en fichent. Enfin, on reste la meilleure mère pour nos enfants et ils ont que nous comme repère. Alors, Mm. Est-ce que tu leur as déjà expliqué ce que tu avais? bah, Auguste, il est trop petit, il a 1 an, tu vois. Mes enfants, ils ont 3 et 1 an. Ouais. Gaspard, il est très chou. Alors, expliquer, j'ai pas envie de lui expliquer parce qu'en plus, moi, j'ai encore l'impression des fois, tu vois, de devoir me faire pardonner quelque chose parce que je lui en ai voulu. Je sais que c'est pas rationnel, mais j'en ai voulu. Alors que rationnellement, je sais qu'il y est pour rien et que puis maintenant, j'ai fait le travail de me dire s'il y a quelqu'un qui en vouloir, c'est à l'équipe médicale, c'est pas à mon fils, mais enfin voilà, c'est un travail, un cheminement à faire Ouais, bien derrière. sûr. Et puis on a une relation plus particulière. Et puis moi, je suis persuadée que c'est un enfant extrêmement sensible. Je suis sûre que c'est en partie sa naissance, tu vois, qui a été hyper violente. Enfin, puis je vois bien la Mm. différence entre les deux avec 2 naissances différentes, qui ont 2 tempéraments différents, c'est sûr, mais quand même, Ouais, je comprends ce que tu veux je dire. suis intimement convaincue de ça. Et par contre, je leur explique quand il veut être porté que je peux pas le porter, que maman elle a un bobo au ventre. Et puis il Mm. voit mes PCR traîner partout dans la salle de bain, tu Mm. vois. Donc il sait ce que c'est. Il sait pas où ça se met, il sait pas comment ça se fait. Il est petit, j'ai pas à lui expliquer ça, mais j'ai Bien pas non sûr. plus envie qu'un jour devoir lui expliquer comme un vrai sujet. J'ai envie que ça fasse toujours partie, ça ait toujours fait partie de sa vie. Et au fur et à mesure de sa maturité et de sa capacité de compréhension, je rajouterai des informations, tu vois. Mais pour l'instant, il sait juste que maman, elle peut pas trop le porter et si elle a pas de PCR, elle peut pas le porter. Donc c'était très drôle parce que par exemple, la semaine dernière, on va à la pharmacie, enfin on est dans une pharmacie, enfin dans un magasin, il a son vélo et il me dit maman, je veux pas rentrer en vélo, je veux que tu le portes. Je dis ah non mon chat, maman là, elle portera pas ton vélo, là tu vas rentrer en vélo, on prend le temps et tout. Elle dit mais pourquoi? Parce que t'as pas ton PCR? C'est exactement ça. Elle dit bah ok alors. Il a capté, hein. Et ça, il a capté ou une fois cet été, il vient me voir, il me dit maman, est-ce que tu as ton PCR? Je dis bah ouais mon chat. Il me dit bon bah tu peux me porter alors. Ah, donc voilà, je lui explique comme ça. Je n'ai pas plus d'infos que ce qu'il a besoin de savoir. Je voudrais pas non plus transférer une culpabilité enfin tu vois, une responsabilité. D'un point de vue très pratique, comment vous financez l'asso PopMom? Par les dons et les Alors, adhésions. Alors mesdames, allez-y, adhérez, hop hop hop, à vos sites internet. L'adhésion est à prix libre. Donc, en vrai, si vous voulez mettre 0 € ou 1 €, c'est bon. On a besoin d'un max d'adhésion. Alors, pourquoi les adhésions? Parce que pour pouvoir être crédible au niveau des pouvoirs publics, pour pouvoir, ouais, enfin, ça, être crédible, en fait, pour pouvoir leur dire, écoutez-nous, en fait, on est nombreuses, les gars, il est peut-être temps de s'occuper de nous. Il faut qu'on soit nombreuses comme adhérentes. Donc, s'il vous plaît, adhérez. alors, je mets le lien dans le descriptif du podcast. Voilà, adhérez à l'association. On vous en sera infiniment reconnaissante. Et puis, si vous voulez faire un petit don avec, l'association ne fonctionne que comme ça. Et c'est vrai qu'on est des fois un peu limité dans ce qu'on veut faire parce qu'on n'a pas Ouais, d'argent bien sûr. et, euh, et on a besoin d'argent. J'aimerais bien pour les 1 an de l'association pouvoir organiser un cocktail inaugural, mais pour ça, on aura besoin d'argent aussi. Enfin, voilà, pour remercier tout le monde. Enfin, là, on a besoin d'argent, par exemple, pour imprimer des flyers. On va à un congrès en novembre. On a besoin d'argent pour imprimer les flyers, des cartes de visite. Message passé. Adhérez, adhérez, adhérez. Vous êtes les bienvenus.
Vos maris. Et en plus, c'est pas qu'un sujet de femmes atteintes de prolapsus, c'est un sujet pour toutes les femmes. Une femme sur deux au cours de sa vie, c'est-à-dire un quart de la population mondiale, donc c'est-à-dire toutes les femmes sont concernées. Et en fait, tous les hommes qui ont des enfants, des femmes, des cousines, des mamans, en fait, tout le monde est concerné. Voilà, exactement. Justine, j'ai une dernière question pour toi. Hmm. Quand est-ce que tu as été fière de toi pour la dernière fois et pourquoi? Et si possible, pallier à ton rôle de mère. Quand est-ce que j'ai été fière de moi? Quand j'ai été acceptée à tous mes DU, alors qu'il y avait un nombre de places limitées. Et voilà, là, j'ai été super fière de moi. Bravo. Et on n'en a pas parlé parce que l'épisode sera trop long, donc on va s'arrêter là. Mais un jour, peut-être qu'on parlera quand même aussi du fait que tu gères une asso, tu reprends des études, tu as deux enfants qui ont 3 et 1 an. Et j'en veux un petit troisième. Et t'en fais pas de troisième. Bah, tu sais quoi, pour un épisode quand le troisième sera né. Ça marche! Allez, Non, on t'en occupe pas tout de suite. c'est pas grave. J'ai pas prévu d'arrêter tout de suite. Merci beaucoup, Justine, pour tous ces infos sur le prolapsus, qui était un sujet que je ne connaissais franchement pas très bien. Et comme tu l'as dit, qui est assez invisible. Donc, je mets le lien vers l'asso, vers ton compte, vers le lien pour adhérer à l'asso. Oui, adhérer, adhérer, adhérer. Je pourrais même Ouais. créer une chanson là-dessus. Et puis, écoute, bonne étude. Et Eh puis, ben, merci j'ai hâte. beaucoup. Là, je retourne sur l'anatomie du pénis. Très bien. Sur ces bonnes paroles, je te souhaite une bonne fin de journée. Toi aussi. Au revoir, Clémentine. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre 5 étoiles et à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute. C'est le meilleur moyen pour lui donner de la visibilité et permettre à d'autres femmes d'écouter ces histoires. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires ordinaires de femmes extra.